Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le modèle OSI de manière succincte et les protocoles de communication. Donc la couche OSI, le modèle OSI est un modèle en 7 couches où on va avoir la couche physique et c'est là où il va y avoir tout ce qui est transmission binaire, numérique ou analogique. La couche liaison de données et c'est là où on va retrouver l'adressage physique. Donc on a les protocoles Ethernet, 802.11, etc. On a la couche réseau qui va déterminer le parcours et l'adressage logique. La couche transport où on retrouvera la connexion de bout en bout et le contrôle de flux. La couche session qui va se charger de la communication inter-hôte. La couche présentation où il va y avoir la conversion et chiffrement des données. Et enfin la couche application qui est le point d'accès au service réseau. Donc dans ce qui suit, on va voir différents protocoles, leur fonctionnement. Donc le premier c'est l'ARP. Le protocole ARP va permettre d'identifier l'adresse MAC en connaissant une adresse IP. Donc si on prend par exemple dans ce cas-là le PC1 qui veut connaître l'adresse du PC2, l'adresse MAC, il va envoyer comme requête la requête ARP qui est 192.168.0.2. Et le PC2 va pouvoir lui répondre avec sa propre adresse MAC. Si on regarde l'entête du paquet ARP, on va voir comme quoi c'est une entête qui est sur 28 octets si on est pour Ethernet. Donc on va avoir le type d'adresse physique. D'abord, donc ce sera 1 si on est sur Ethernet. Le type d'adresse de protocole, si on utilise de l'IPv4, ça va être la valeur hexadécimale 0800. La longueur de l'adresse physique, qui est égale à 6 pour Ethernet, puisque l'adresse physique, donc l'adresse MAC pour Ethernet est de 6 octets, ou tous les protocoles utilisant des adresses MAC I3E 802. La longueur de l'adresse du protocole, si on est sur de l'IPv4, ça va être 4 octets. Ensuite, on va avoir des opcodes. Les opcodes vont être les suivants. C'est égal à 1 si c'est une requête ARP. C'est égal à 2 si c'est une réponse ARP. C'est égal à 3 si c'est une requête RARP. Et 4 si c'est une réponse RARP. Ensuite, on va avoir l'adresse physique source, qui est sur 6 octets, puis l'adresse du protocole source, si c'est de l'IP, ça va être sur 4 octets. Ensuite, l'adresse physique de la cible sur 6 octets et l'adresse du protocole de la cible sur 4 octets si on est sur du MAC et de l'IPv4. Donc si on regarde le fonctionnement d'ARP, quand un hôte veut connaître l'adresse MAC d'une machine, il va envoyer la requête who has 10.0.0.3, donc là il cherche à connaître l'adresse MAC de l'hôte B. Arrivé au niveau du switch, le switch va diffuser la requête aux autres machines qui sont sur le réseau, ou sur le sous-réseau. Lorsque ça va arriver au niveau de l'hôte B va répondre en disant « Voilà mon adresse MAC ». L'hôte C, n'ayant pas l'adresse IP 10.0.0.3, va ignorer la requête. Maintenant, une des techniques d'attaque qui existe pour l'ARP, c'est l'ARP cache poisoning ou l'ARP spoofing. Alors, dans ce cas-là, au lieu que donc A va envoyer sa requête, au lieu que qu'est-ce que va faire l'attaquant? L'attaquant va essayer d'envoyer sa réponse en me disant comme quoi c'est son adresse MAC à lui, en fait l'adresse IP 10.0.0.3 est à sa propre adresse MAC. Ce qui va faire que au niveau de la machine A, en réalité, quand il va vouloir envoyer par la suite des paquets, il va envoyer à l'adresse MAC de l'attaquant au lieu de les envoyer à
à la machine B. Et donc, c'est ce qu'on veut, c'est l'attaquant, s'il réussit, il va avoir finalement la possibilité de... En fait, il va spoofer la victime B, mais en même temps, il va empoisonner le cache ARP ou la table ARP de la machine A. Donc si on regarde les différents types de paquets ARP, en fait le fonctionnement d'ARP, on a, en dehors des requêtes normales et des réponses normales et des requêtes inversées, on a la requête ARP gratuite. Alors la requête ARP gratuite, qu'est-ce que c'est? C'est une requête où la machine va diffuser où elle se trouve. Elle va dire, mon adresse IP étant, je suis à l'adresse MAC Y. Et on voit bien cela ici, au niveau de l'entête ARP. Vous avez l'adresse MAC, c'est l'adresse MAC de la machine, donc adresse MAC de celui qui envoie, adresse IP source, 192.168.1.1, l'adresse MAC de la cible, c'est une adresse de broadcast, et l'adresse IP de la cible, c'est sa propre adresse IP. Donc en fait, ici, il est en train de dire, donc vous avez l'adresse IP de la source, ainsi que l'adresse IP de la cible, c'est la même. C'est une manière pour une machine de dire que son adresse MAC est celle-ci. Donc, une requête ARP gratuite va avoir une adresse IP source qui est égale à une adresse IP de destination. Et il va avoir l'opcode 1. L'opcode 1, pour rappel, c'est pour dire comme quoi c'est une requête ARP. Et un paquet permettant de... En fait, ça, c'est un paquet qui va permettre de donner l'adresse MAC correspondante à l'adresse IP de l'hôte lui-même. Et elle permet d'aider à détecter les conflits d'adresse IP. Et ça va ensuite aussi permettre la mise à jour des tables ARP des autres machines. Et à chaque fois qu'une interface IP s'allume, le driver de l'interface va envoyer une requête ARP gratuite. Donc, si on regardait à quoi ressemble l'ARP poisoning sur une capture réseau, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ici, l'adresse MAC 000C29FE0234 va avoir deux adresses IP différentes. Celle qui est à 192.168.130.145 et celle qui est à 192.168.130.151. Donc, l'une de ces deux adresses IP a spoofé, en fait, l'adresse MAC. Et donc là, on voit que c'est un ARP poisoning qui est en train de se faire. Si on veut détecter et prévenir l'ARP poisoning, on a plusieurs manières de le faire. On peut utiliser des tables ARP statiques, ce qui est intéressant. Néanmoins, quand on a... En fait, c'est intéressant quand on a un petit réseau avec quelques machines, c'est pas grave. Mais quand on a un grand réseau, ça devient très coûteux de faire des mises à jour à la table ARP ou de modifier la table, faire des changements ou rajouter des choses dans cette table parce qu'il faut le faire pour chacune des machines. Donc ça devient compliqué. Alors la plupart des switches ont une technique qui permet la mitigation des attaques ARP poisoning. Le DAI ou Dynamic ARP Inspection en fait évalue la validité de chaque paquet ARP et drop les paquets qui ne semblent ou paraissent suspicieux ou malicieux. Il peut être aussi configuré avec une limite de nombre de messages ARP qui peuvent passer à travers le switch permettant de prévenir les attaques DOS. Donc cela fait partie des bonnes pratiques de configurer le DAI sur tous les ports d'un switch sauf sur ceux connectés à d'autres switches. Tandis que le port security permet de n'autoriser qu'une seule adresse MAC connectée à un port de switch, ce qui va empêcher l'attaquant de faire croire qu'il possède plusieurs identités ou, entre parenthèses, plusieurs adresses MAC sur le réseau.
La sécurité physique en bas, comment c'est que l'attaque ARP poisoning ou ARP spoofing ne peut s'effectuer que depuis le réseau local? Et donc en ayant une bonne sécurité physique, on va limiter l'accès à l'intérieur de l'entreprise, vérifier la portée du réseau Wi-Fi s'il y en a, ça va limiter l'accès aux personnes externes. Et la segmentation du réseau est aussi quelque chose d'important, puisque les paquets ARP ne passent pas d'un sous-réseau vers un autre. Donc en segmentant, on va diminuer la portée possible de l'attaque. Et le chiffrement, en fait, comme on sait que l'ARP poisoning est généralement effectué pour faire des attaques de l'homme du milieu, le fait d'avoir même si le chiffrement ne va pas empêcher l'attaque d'ARP poisoning directement, cela va permettre de diminuer le dommage potentiel, puisque ça va, même si quelqu'un arrive à faire un ARP poisoning, si les données sont chiffrées, il ne pourra pas les déchiffrer. Donc, comment détecter un ARP poisoning dans une capture? Si on est sous Wireshark, il y a le filtre Wireshark qui est ARP Duplicate Address Frame. Et en mettant ce filtre-là au niveau, ici, on va pouvoir avoir toutes les attaques de type ARP poisoning ou toutes les adresses MAC qui vont avoir plusieurs adresses IP différentes. Là, dans l'exemple ici, on a cette adresse MAC qui est en même temps à l'adresse IP 10.0.0.8, à l'adresse IP 10.0.0.2, 10.0.0.7 et 10.0.0.1. En parlant un autre protocole qui est le protocole IP, alors dans le protocole IP, son en-tête elle est au minimum de 20 octets, au maximum de 60 octets. C'est ce qu'on utilise entre les réseaux et dans le réseau, où il va y avoir d'abord la version qui est égale à 4 pour l'IPv4, donc le champ version est sur 4 bits. Ensuite on a le champ taille de l'entête, IHL, qui est en fait qu'il faut multiplier par 4 octets pour avoir la taille complète de l'entête. Donc le minimum c'est égal à 5, puisque 5 x 4 c'est 20 octets, et le maximum est égal à 15, et on va avoir une taille maximum d'entête IP de 60 octets. Ensuite, on aura le type de service sur un octet, la longueur totale du paquet avec les données, donc entête plus données, puis l'identifiant IP qui est un numéro unique qui permet d'identifier un paquet ou les fragments d'un même paquet. Ensuite, on va avoir 3 bits qui sont des flags. Le bit X est un bit réservé, D est pour DF, donc don't fragment, et 1 pour MF qui implique more fragment. Donc quand le bit D est à 1, on ne peut pas fragmenter un paquet IP. Quand le bit D est à 0, on peut le fragmenter. Et si un paquet est fragmenté, quand le bit MF est à 1, ça veut dire qu'il y a d'autres fragments après lui. Quand le bit MF est à 0, c'est qu'il n'y a pas d'autres fragments après lui. C'est le dernier fragment. Ensuite, on va avoir l'offset qui est l'adresse du fragment dans le paquet d'origine. Ensuite, à l'octet qui est à l'adresse 8, c'est le TTL, Time to Leave. Puis on a le protocole c'est quel protocole qui est encapsulé dans le paquet IP. Puis ensuite, il y a le checksum qui est sur 2 octets, et par la suite, il y a l'adresse source et l'adresse destination, et des options qui vont être entre finalement 0 et 40 octets. Donc, j'ai parlé de fragmentation, mais en fait, qu'est-ce que c'est que la fragmentation? C'est le fait de découper un paquet IP en plusieurs paquets.
cette fragmentation se produit lorsque le MTU, ou Maximum Transmission Unit, est inférieur à la taille du datagramme IP. Et les fragments ne sont réassemblés qu'une fois arrivés à destination. Lorsque le paquet IP arrive à un appareil où la taille du paquet est supérieure au MTU, il va fragmenter le paquet comme suit. Donc l'appareil va diviser ou fragmenter les données en un nombre de paquets requis pour l'envoi réussi des données. La longueur totale qui est dans l'entête, total length qui est dans l'entête, de chaque paquet IP est positionné à la taille du segment de chaque fragment. Donc on va recalculer le total length pour chaque paquet IP, ou pour chaque fragment. Le bit MF est mis à 1 sur tous les fragments sauf le dernier. L'offset dans l'entête est positionné pour chaque fragment IP. Et les paquets par la suite sont fragmentés, ou sont transmis, pardon. Donc ce qu'on peut voir, quand on voit des paquets fragmentés sous TCP/dump, on va avoir quelque chose de ce style. Vous voyez que l'identifiant IP, ici 21223, est le même pour les 3 fragments. Ensuite, on va avoir la taille du fragment, donc la taille des données, pour être plus exact, qui est de 1480 octets. Et l'offset pour le premier fragment est à 0. Puis on a le plus pour indiquer comme quoi MF est à 1, ça veut dire qu'il y a d'autres fragments après celui-ci. Donc ça c'est pour le premier octet, pour le premier fragment. Une fois que le deuxième fragment, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, le premier fragment, il va commencer à l'octet numéro 0, et on a 1480 octets de données, ce qui veut dire que le dernier offset, ce sera l'octet qui est à l'adresse 1479. Donc le prochain fragment, il va commencer à l'adresse 1480, l'offset 1480. Et comme la taille de ce fragment est de 1480 octets, donc le suivant va être à 1480 plus, donc on a l'adresse du premier octet qui est de 1480 pour ce fragment, et le dernier octet de ce fragment va être à l'adresse 2959. Ça veut dire que le fragment suivant va être à l'adresse 2960 et on voit la taille totale du dernier fragment. Donc ça c'est une manière de le voir. Si on regardait ça sous Wireshark, on va avoir un peu la même chose. Regardez l'identifiant IP ici qui est de 29812. Ça va être le même sur le deuxième fragment et le même sur le troisième fragment. Si on revient au premier fragment, on voit que le MF est à 1, que l'offset est à 0, puisque c'est le premier fragment. Et la taille des données est de 1480 octets. Au deuxième fragment, l'offset est à 1480, MF est à 1, ça veut dire qu'il y a un autre fragment, et la taille des données est de 1480. Au troisième fragment, on va se retrouver à un offset de 2960. MF est à 0 puisque c'est le dernier fragment. Et puis, et à l'intérieur, en fait, c'est le reste des données qu'il reste en tout. Donc, une fois que les fragments sont arrivés à destination, comment on fait pour réassembler ces fragments-là? Donc tous les fragments d'un même datagramme doivent avoir un numéro d'identification de fragment commun, qui est l'IPID, ou l'identifiant IP. Chaque fragment doit avoir sa place, entre parenthèses l'offset, dans le paquet non fragmenté d'origine, et chaque fragment doit donner la longueur des données transportées par le fragment. Et chaque fragment doit aussi savoir si d'autres fragments le suivent, ou bien si c'est le dernier fragment, ce grâce au flag MF. Donc là, on a parlé de la fragmentation normale, mais on a ce qu'on appelle des fragmentations malicieuses. Un attaquant peut utiliser la fragmentation pour éviter de se faire détecter, par exemple. Alors, l'une des façons que vous avez probablement vues au courant de l'année dernière, c'est la fragmentation d'entête TCP. Alors, si vous avez déjà manipulé Nmap, le flag F avec Nmap va tronquer l'entête TCP, donc il va fragmenter le paquet IP en entier,
en tronquant l'entête TCP sur les ici 16 octets. Alors, ce qui veut dire que si on regarde les deux premiers par exemple, on va avoir l'identifiant IP, c'est le même, 25096. Ensuite, l'offset est égal à 0 et il y a d'autres fragments après lui. Par contre, la taille des données est de 16 octets. Et on sait qu'une entête TCP a une taille minimum de 20 octets. Donc, ce qui veut dire que l'entête TCP a été découpée en deux parties. Une partie avec 16 octets et une autre partie avec 4 octets, qui est la suivante. Alors, si vous regardez ici, le reste, c'est un SYN-SCAN sur le port 53. Bref. On a une autre fragmentation malicieuse qu'on peut voir, c'est le teardropping. Si on regarde ici, on a l'identifiant IP, c'est le même, 242. La taille des données du premier fragment est de 36 octets, l'offset est à 0, et il y a un autre fragment après. Par contre, le deuxième fragment, son offset est à 24, et sa taille est de 4 octets. Alors que normalement, si on regarde le premier fragment, il devrait commencer à l'octet 0 et se terminer à l'octet 35. Et donc le fragment suivant, il devrait commencer à l'octet 36 et se terminer à l'octet 39. Or, ici, le deuxième fragment commence à l'octet 24. Ça veut dire que l'octet qui est à l'adresse 24 va être écrasé, donc le 24, le 25, le 26 et le 27 vont être écrasés lors du réassemblage. Ce qui veut dire que, en fait, c'est une partie des données qui va être modifiée à l'arrivée. Donc, quand on a une fragmentation, la chose dont il faut s'assurer, c'est que tous les fragments sont bien reçus, qu'ils sont bien formés, ça veut dire qu'il n'y a pas de chevauchement, comme dans l'attaque de teardropping, que la taille du datagramme réassemblé est bonne, en d'autres termes, c'est une taille inférieure à la taille maximum d'un paquet IP, et vérifier qu'il n'y a pas d'entête de protocole qui est encapsulée dans le paquet IP, dans les données du paquet IP, qui est fragmenté. Et nous passons au protocole ICMP. Donc le protocole ICMP pour Internet Control Message Protocol, qui a été défini par la RFC 792, permet l'envoi de messages d'erreur lorsque des conditions d'erreur existent, et l'interrogation du réseau pour déterminer les caractéristiques générales du réseau. L'objectif d'ICMP est d'avoir un retour d'informations concernant les problèmes dans l'environnement de communication. On a deux types d'opérations pour ICMP. Le reporting de conditions d'erreur, d'où les messages d'erreur, et interroger le réseau avec des requêtes et des réponses, par exemple le ping, ou ce qu'on appelle echo request comme étant la requête, et echo response comme étant la réponse. ICMP utilise le code qui est sur 8 bits et le type qui est aussi sur 8 bits pour différencier entre les services et les protocoles. Donc, généralement, l'entête ICMP va être sur 8 octets, avec les 4 derniers octets vont dépendre du type et du code. Alors, les conditions spéciales relatives au message ICMP, pas de message d'erreur envoyé en réponse à un message d'erreur. Pour les datagrammes fragmentés, les messages ICMP ne sont envoyés que pour les erreurs sur le premier fragment. Les messages d'erreur ICMP ne sont jamais envoyés en réponse à un datagramme destiné à une adresse de broadcast ou de multicast. Les messages d'erreur ne sont jamais envoyés en réponse à un datagramme dont l'adresse source ne représente pas un hôte unique, et en réponse à un message IGMP de quelque sorte que ce soit. Lorsqu'un message ICMP de type inconnu est reçu, il doit être écarté silencieusement. L'utilisation normale d'ICMP, on a plusieurs cas d'utilisation. Par exemple, on va l'utiliser pour la manipulation d'erreurs et l'échange de messages de contrôle. On va pouvoir aussi, comme par exemple, on utilise le ping.
pour pouvoir à notre utilisation normale qui serait le ping, l'extinction d'une source, la découverte du MTU d'un chemin, la découverte d'un routeur, le type de service et l'extension du masque d'adresse. Ce qu'on peut retrouver dans l'utilisation anormale d'ICMP, on va retrouver la reconnaissance, le déni de service et les canaux cachés. Donc, pour la reconnaissance, on a plusieurs types de messages ICMP qui vont permettre de nous aider à faire de la reconnaissance de la destination ou du réseau. Donc, par exemple, dans les messages ICMP requêtes, on a l'echo request et l'echo reply, la requête de timestamp et la réponse, la requête d'information et réponse, et requête de masque d'adresse et réponse. Et pour les messages ICMP et erreurs, on va retrouver destination introuvable. Alors, on peut retrouver aussi port introuvable. À ce moment-là, on va savoir qu'un port, généralement ce genre de message va être envoyé dans le cas d'un port UDP qui est fermé, tarissement de la source, redirection, temps dépassé et problème de paramètres. Alors, on peut faire de la reconnaissance avec l'ICMP pour faire de la détection d'hôtes et de topologie, on va utiliser les messages ICMP pour identifier les hôtes accessibles. Une des manières, entre autres, et les tentatives de trace-route vont permettre de mapper les dispositifs réseau et les hôtes sur la route vers un hôte de destination. La détection d'ACL peut être aussi faite avec le protocole ICMP, ou du moins de certaines règles. Les messages d'erreur ICMP peuvent aider à déterminer le type d'ACL des dispositifs filtrants et permet de choisir une tactique d'attaque en concordance. En fait, l'idée, c'est de manipuler la longueur totale dans l'entête IP et un paquet avec une longueur totale qui va faire croire que l'entête IP est plus grande que celle qu'elle n'est réellement. Et alors là, ça va générer à l'arrivée du paquet chez l'hôte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de récupérer les données de la zone de données. Or, il n'y en a pas. Ce qui fait que l'hôte va envoyer un paquet ICMP avec le type par un problème de paramètres en réponse. Et s'il y a l'existence d'un dispositif de filtrage ou qu'un attaquant sonde un réseau avec toutes les combinaisons possibles de protocoles et services, ça va lui permettre de déterminer une partie ou une bonne partie des ACL du dispositif. On va pouvoir aussi faire de l'OS fingerprinting en faisant... donc le fingerprinting d'OS requiert d'initier moins de trafic de la part de l'attaquant vers l'autre cible quand on utilise les spécificités de l'implémentation de la pile protocolaire au niveau des systèmes d'exploitation. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'on sait que les OS vont répondre à un certain type de requête ICMP d'une certaine manière. Par exemple, un des exemples qui me vient en tête tout de suite, c'est comment savoir si un système d'exploitation qu'on a en face est un système Linux ou Windows. On sait que le TTL pour, par exemple, si j'envoie un ping, et que je reçois un echo request, et que je reçois un echo reply, dans le TTL de l'echo reply qui vient de ma cible, je saurai si c'est du style Windows ou Linux grâce à la valeur du TTL. Généralement, le Windows va avoir son TTL qui va commencer à 128. Et donc quand il va arriver vers la destination, il va être légèrement inférieur à 128, selon le nombre de sauts qu'il y a. Tandis que Linux, pour les systèmes d'exploitation Linux, leur TTL commence à 64. Ce qui fait que quand on va recevoir un paquet venant d'un système Linux, généralement leur TTL va être inférieur à 64 selon le nombre de sauts entre la machine source et la destination. Et on peut aller plus en détail selon ce qu'on recherche. On peut aussi faire un déni de service, entre autres, l'une des attaques
qui va utiliser le protocole ICMP, c'est l'attaque Smurf. C'est une attaque où l'attaquant va envoyer un ping, mais en spoofant l'adresse IP de la victime vers plusieurs machines, pour que ces machines, quand elles répondent, elles vont envoyer l'écho reply vers le serveur victime ou vers la victime. On a aussi le canal caché. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser la partie donnée qui est encapsulée dans l'entête ICMP, dans le paquet ICMP, pardon, juste après l'entête, pour y mettre des informations. Et donc, quand on regarde tout cela, en quoi ICMP peut être utilisé, que ce soit pour la reconnaissance, que ce soit en tant que canal caché, etc., on se dit que finalement, il est intéressant de filtrer le trafic ICMP, et malgré que ça reste quand même un challenge pour les IDS et les IPS. Donc les dispositifs réseau ont besoin de messages ICMP pour communiquer. Mais aussi, comme on sait que ICMP peut être utilisé pour récupérer des informations sur un hôte et sur la topologie du réseau, l'utilisation pour le monitoring de trafic ICMP est laborieux, l'une des choses qu'on peut faire, c'est complètement bloquer le trafic ICMP, ou du moins certains types de trafic ICMP qui n'ont pas lieu d'être allant vers Internet par exemple. Un autre protocole, c'est le protocole TCP. Donc le protocole TCP va avoir comme en tête la suivante. Elle a une taille minimum de 20 octets et une taille maximum jusqu'à 60 octets. Vous allez avoir le port source sur 2 octets, les 2 premiers octets, puis le port de destination. Ensuite, le numéro de séquence qui est sur 4 octets, le numéro d'ACK qui est aussi sur 4 octets. Data offset qui est sur 4 bits, ça va vous permettre de nous dire où commencent les données. Réservé qui est sur 3 bits, et ensuite on a 9 bits pour les flags, entre autres SYN, ACK, etc. Ensuite on va avoir la taille de la fenêtre, un checksum, un pointeur d'urgence qui va pointer vers les données urgentes si on a le flag urgent qui est à 1, et on a des options qui sont optionnelles, qui peuvent aller jusqu'à 40 octets pour avoir une taille maximum d'entête TCP de 60 octets. Donc, ce qu'on sait des mécanismes du protocole TCP, c'est que la connexion TCP est exclusive. Quand une session TCP est établie, la connexion est exclusive et unique entre deux hôtes. Le numéro de séquence TCP va permettre de garder un sens chronologique aux données TCP envoyées et reçues. L'acquittement est utilisé pour informer l'expéditeur que les données ont été reçues. Si on regarde la représentation des flags TCP sous TCP dump, on va voir comme quoi le SYN va être représenté par un S, et là on veut dire requête d'établissement de session. L'ACK reste ACK, ce flag est utilisé pour acquitter la réception de données de l'expéditeur et peut être utilisé avec d'autres flags. Fin est représenté par un F, donc ce flag indique l'intention de l'expéditeur à terminer la connexion. Reset qui est représenté par un S, et il indique l'intention de l'expéditeur d'interrompre la connexion immédiatement. Puis on a le push qui est représenté par un P, qui va pousser les données directement vers l'application de l'autre receveur. Et on va avoir urgent, le flag urgent qui est représenté par URG, qui indique l'existence de données urgentes qui doivent être prioritaires. Ensuite, on a le point sous TCP qui indique qui va être là si la connexion ne possède aucun des flags SYN, fin, reset ou push. Alors, on va mettre le point après le port de destination. Donc là, si on regarde ici, on a aussi la notion de numéro de séquence absolu et de numéro de séquence relatif. Alors, si on regarde dans cette connexion, on va voir qu'au début, les numéros de séquence qui sont utilisés, ce sont des numéros de séquence absolus.
Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les vrais numéros de séquence qui se trouvent à l'intérieur, ou c'est les vrais numéros qui se trouvent à l'intérieur de l'entête TCP. Et vous voyez que ici, le premier paquet est un signe avec cette valeur-là. La taille des données, c'est de 0 octets. Donc le paquet de fin va être la même valeur. Le numéro de la dernière donnée, c'est la même chose parce que de toutes les façons, c'est le même. En réponse, on va avoir un autre numéro de séquence, celui venant de telnet.com, et l'ACK, en fait, ici, il lui dit comme quoi il a bien reçu ce paquet avec ce numéro de séquence et il attend le suivant qui va se terminer par 91. Ensuite, donc comme ces nombres sont très grands, un être humain a du mal à pouvoir suivre avec ces nombres-là. Donc une manière de faire, c'est de passer vers des numéros de séquence relatifs. Et là, par relatif, on veut dire que c'est relatif à ce qu'il y avait avant. Donc ici, client.com.38060 avait comme numéro de séquence celui-là. Et c'est relatif, donc là, on va avoir plus 1. Donc c'est celui-là, plus 1, et on aura le nouveau numéro de séquence. Donc, ces numéros de séquence relatifs ne sont là que pour nous faciliter, être humain, la lecture. Et en réalité, ça reste les numéros de séquence absolus qui vont être dans les entêtes des paquets reçus et envoyés. Pour l'établissement d'une connexion TCP, vous l'avez revu à plusieurs reprises, j'imagine. En fait, elle va se faire de cette manière. Le client va envoyer un signe. Le serveur, à la réception du signe, il va envoyer un signe ACK. Quand le client reçoit le signe ACK, il va envoyer au serveur un ACK. Et une fois que cet ACK est reçu par le serveur, on va pouvoir dire que la connexion est établie. Tandis que pour la terminaison d'une connexion, on va avoir deux terminaisons possibles. On a une terminaison normale en utilisant le fin, et on a une terminaison abrupte en utilisant le reset. Dans le fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait, on est sur une connexion établie. Quand l'ordinateur A va vouloir terminer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un fin avec son numéro de séquence. Lorsque l'ordinateur B reçoit ce fin, il va envoyer... Alors, dès qu'il envoie le fin, l'ordinateur A va se mettre à l'état fin wait 1. Alors, pourquoi il se met à l'état fin wait 1? C'est pour attendre que l'ACK de ce fin arrive. S'il ne reçoit pas d'ACK au bout d'un certain temps, il va renvoyer le fin. Quand l'ordinateur B va recevoir le fin, il va envoyer un ACK et se mettre en close wait. Lorsque l'ACK est reçu par l'ordinateur A, il va se mettre en fin wait 2. Pendant ce temps, la connexion est fermée à moitié. Ça veut dire que l'ordinateur B peut toujours envoyer des données à l'ordinateur A, et s'il envoie des données, l'ordinateur A peut accuser réception de ces données-là. Une fois que l'ordinateur B a terminé d'envoyer ces données, il va mettre fin à la connexion. Pour cela, il va envoyer un fin et passer à l'état last ACK. Lorsque le fin arrive à l'ordinateur A, il va envoyer un ACK et se mettre à l'état time wait. En fait, ici aussi, que ce soit à ce niveau-là ou que ce soit à ce niveau-là, ils sont en train d'attendre. Last ACK, il est au niveau de l'ordinateur B. Le fait qu'il soit à l'état last ACK, c'est qu'il est en train d'attendre que l'ACK pour son fin arrive. Si au bout d'un temps déterminé, d'un certain temps, l'ACK pour son fin n'arrive pas, il va renvoyer un fin. Et le time wait, quand l'ordinateur A se met en time wait, pour s'assurer que l'ACK qu'il a envoyé
est bien arrivé à l'ordinateur B, puisqu'il sait que si l'ACK n'arrive pas, l'ordinateur B va renvoyer un fin. Et donc à ce moment-là, il doit renvoyer un ACK et remettre son timer, réinitialiser son timer. Donc, une fois que l'ordinateur B reçoit son dernier ACK, reçoit l'ACK pour son fin, il va se mettre à l'état fermé. Et l'ordinateur A, après un temps d'attente, il va se mettre à l'état, il va mettre la connexion à l'état fermé. Toute donnée qui veut être envoyée entre l'ordinateur A et B ne peut être faite qu'après renégociation d'une nouvelle, en fait, après négociation d'une nouvelle session. Et donc on refait le sin ACK, ACK. Donc si on regarde à quoi ça va ressembler la fin d'une connexion, d'une session TCP sous TCP dump, voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez mettre pause là-dessus pour voir les détails de chaque. Tandis que la deuxième manière, qui est la terminaison abrupte, ici c'est une rupture de connexion en envoyant un reset pour signaler l'intention de mettre fin immédiatement à la connexion. Aucune communication entre les deux hôtes utilisant la session négociée après l'abandon. Ça veut dire que si l'hôte veut recommuniquer avec l'hôte qui a envoyé un reset, il doit renvoyer un signe et attendre un signe ACK et ainsi de suite. Bref, en conclusion, on doit vérifier que la connexion en 3 étapes a été complétée entre les deux hôtes. Ça veut dire que le sin ACK ACK a été fait. Si vous vous rappelez, au courant des années précédentes, hein, pour ceux qui ont vu déjà ou qui connaissent un peu Nmap, pour le SYN-SCAN, on a deux types de SYN-SCAN pour Nmap. On a le Stealth Scan et on a avec une connexion complète. Alors dans le Stealth Scan, il va y avoir envoi d'un SYN. Si le port est ouvert, on va avoir réception du SYN ACK. Et ensuite, silence radio. Dans l'autre cas, il va y avoir toutes les trois paquets qui vont être faits. SYN ACK, ACK, quand le port est ouvert. Donc le fait de savoir si la connexion en 3 étapes a été complétée entre les deux autres est quelque chose d'intéressant à connaître et un indicateur pour voir s'il y a eu une anomalie ou pas. Est-ce qu'il y a eu des données de transmises? Donc est-ce qu'il y a eu, quand il y a eu une négociation de la session TCP, c'est bien pour envoyer des données. C'est pour qu'il y ait une requête et des réponses. S'il n'y a aucune donnée de transmise, c'est aussi quelque chose de problématique. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, qui a commencé et où arrêté la connexion? Ça va nous permettre de savoir s'il y a eu un problème quelque part. Est-ce que la connexion a été terminée de manière abrupte? Oui, non, pourquoi? Et ainsi de suite. Donc, on a plusieurs scans de port qu'on va voir là à quoi ça ressemble sous TCP dump. On va voir comme quoi on a toujours la source avec le port source, ensuite la destination, point le port de destination, 2 points. Ici, comme c'est un ACK scan, seul le flag ACK est à 1. Donc comme les flags SYN, push, reset et fin sont à 0, on va avoir le point ici, ce placeholder. Ensuite ACK et un numéro d'ACK, une taille de fenêtre. Et on voit ici qu'on a plusieurs paquets ACK qui vont aller vers différentes adresses IP. Bref. Le cas d'un SYN-SCAN, c'est un peu la même chose, sauf que vous allez avoir le flag SYN qui est à 1. Et
Et on va voir qu'il va essayer d'envoyer ça, soit, en fait, selon le type selon les cibles qu'il a. Si ici, dans ce cas-là, tout ce qu'il cherche à savoir, celui qui fait le scan, c'est est-ce que le port 23, donc le port Telnet, est ouvert ou pas, sur différentes adresses IP. Donc, il faut savoir qu'on a une attaque de détournement de session TCP qui, en fait, le détournement de la session TCP, elle est faite pour que l'attaquant essaye de détourner la session pour éviter de faire de l'authentification, etc. Donc comment on fait qu'on confirme qu'une session se fait? C'est en vérifiant le numéro d'adresse IP, source et destination. C'est les deux adresses IP doivent communiquer entre elles. Hein. Une fois c'est la source, une fois c'est la destination. Que les numéros de port qui sont attachés à l'adresse IP soient les mêmes durant toute la session. Ça veut dire que si j'ai l'adresse IP A avec le numéro 80 communique avec l'adresse IP B avec le numéro 35 000, la session TCP, elle va se faire entre ces deux-là. Que ce soit B, port 35 000, envoie un paquet TCP à A, port 80, ou que la machine A, l'adresse IP A avec le port 80, envoie une réponse à la machine B sur le port 35 000, et bien tout ça, ça va faire partie d'une même session. D'autres éléments qui vont faire la confirmation de la session, c'est que les numéros de séquence sont séquentiels selon la taille des données, bien sûr, qui a été envoyée au niveau du paquet précédent. Et les numéros d'ACK aussi. Donc tout ça va nous permettre de confirmer que ces paquets font partie d'une seule et même session TCP. On a le protocole UDP qui est un protocole de la couche transport et qui a pour objectif une livraison rapide des données. Ici, nous avons ni formalité de début ou de terminaison de connexion. L'entête, elle est sur 8 octets, on a 2 octets pour le port source, 2 octets pour le port destination, 2 octets pour la longueur totale du datagramme UDP et 2 octets pour le checksum. Et l'une des attaques qu'on connaît sur l'UDP, c'est le scan de port UDP. Donc pour cela, quand la machine va envoyer un datagramme UDP, si le port de la machine cible est ouvert ou filtré, il n'y aura pas de réponse. Par contre, si le port de la machine cible est fermé, alors on va avoir une réponse ICMP de type 3, Port Unreachable. Je répète, ici, si le port est fermé et qu'il n'y a pas de filtrage, puisque si le port est fermé mais qu'il y a un filtrage, on n'aura pas de réponse aussi. Donc, en fait, pour limiter la détection d'un scan de port UDP, on peut mettre en place des ACL bloquant l'envoi des réponses d'erreur ICMP sortant. Et ça va permettre finalement à l'attaquant qui essaye de faire un scan de port de ne pas savoir si un port est ouvert ou fermé, puisque il n'y aura pas de réponse quand le port est fermé, puisqu'il est filtré par une ACL. Ensuite, on a le protocole DNS. Alors, ce protocole-là, pour Domain Name System, c'est un service qui va permettre de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associés. On a l'adresse IP, adresse d'un serveur mail et autres. La résolution d'un nom de domaine trouve l'adresse IP qui lui est associée. Donc pour un nom de domaine, je lui donne une adresse IP. Le DNS est un système hiérarchique dont le sommet est appelé racine. On a, pour le fonctionnement du DNS, on a un fonctionnement récursif où le client DNS va envoyer une requête récursive au serveur DNS local, et le serveur DNS local, c'est lui qui va envoyer plusieurs requêtes de manière récursive
à des serveurs DNS externes jusqu'à avoir la réponse. Et quand il a la réponse à la requête du client, il va envoyer la réponse. Par exemple, ici, on a la machine qui est là, qui cherche à connaître quelle est l'adresse IP de l'hôte qui est à fr.wikipedia.org. Donc il envoie une requête avec fr.wikipedia.org et il cherche un enregistrement de type A. Alors, enregistrement DNS de type A, ça veut dire qu'il cherche une adresse IP V4. Il envoie ça à un serveur DNS récursif. Ce serveur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier chez lui si il a la réponse, si enregistrée, parce que c'est une requête qui a été déjà faite et dont il a déjà la réponse. Si elle n'est pas dans son cache, il va envoyer au serveur DNS Racine la requête. Quand le serveur DNS Racine va recevoir la requête, il va lui dire en fait, je n'ai pas la réponse, mais je sais où se trouve le serveur DNS qui s'occupe du .org. Et il va lui donner l'information. Donc org, enregistrement NS, ça veut dire que c'est un enregistrement de serveur DNS, et il donne les informations relatives au .org. Quand le serveur DNS récursif reçoit cette réponse, il va envoyer au serveur DNS qui s'occupe du .org la requête. Quelle est l'adresse IP ou du serveur, de l'hôte fr.wikipedia.org. Si ce serveur DNS, il va lui dire, je n'ai pas l'adresse du fr.wikipedia.org, par contre, j'ai l'adresse du serveur DNS qui fait autorité sur le wikipedia.org et qui est ns0.wikimedia.org. Ensuite, quand le serveur récursif reçoit cette réponse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la même requête, cette fois-ci au serveur DNS qui fait autorité sur le domaine wikipedia.org, qui est ns0.wikimedia.org. Il va lui dire, et lui, en recevant la requête, comme il connaît l'adresse IP, il va lui envoyer comme réponse que le fr.wikipedia.org se trouve à l'adresse IP 91 198 174 238. Quand le serveur DNS reçoit cette réponse, il va pouvoir envoyer cette réponse au client qui avait envoyé la requête. Donc on a plusieurs types d'enregistrement DNS. On a A pour dire que c'est qui va correspondre un nom d'hôte à une adresse IPv4. 4A pour faire correspondre un nom d'hôte à une adresse IPv6. CNAME qui permet de faire d'un domaine un alias vers un autre, et cet alias va hériter de tous les sous-domaines de l'original. MX qui va définir les serveurs de messagerie pour le domaine. PTR qui associe une adresse IP à un enregistrement de nom de domaine. C'est l'inverse de A ou de 4A. Ensuite, NS qui va définir les serveurs DNS d'un domaine. SOA qui donne des informations générales de la zone, serveur principal, mail de contact, durée d'expiration, numéro de série de la zone, et ainsi de suite. Et TXT qui permet à un administrateur d'insérer un texte quelconque dans un enregistrement DNS. Généralement, entre autres, ce qu'on peut retrouver dans un enregistrement TXT, c'est tout ce qui est relatif aux à un serveur mail pour s'assurer comme quoi il est bien légitime. Entre autres, DKIM, DMARC et SPF, les informations relatives à cela, à ces protocoles-là. Vous pouvez vous rechercher un peu plus. Je crois que j'en ai déjà parlé à un autre moment, dans une autre vidéo.
Donc, si le protocole DNS, généralement, il utilise le port UDP53. Sauf que si une réponse DNS dépasse la taille de 512 octets, la norme prévoit que la requête doit être renvoyée sur le port TCP53. Souvent, les pare-feux bloquent le port TCP53. Pourquoi? Parce que généralement, le transfert de zone va s'effectuer en utilisant le protocole, en fait, le port TCP53. Alors, si on regarde le format d'un message DNS, on sait que les datagrammes UDP ont une taille fixe de 512 octets et doivent être tronqués si leur taille est plus grande. Et c'est ce qui est identifié par le flag TC. La composition d'un message DNS va être la suivante. Vous avez un identificateur qui va identifier le message. Vous avez les flags, le nombre de questions, le nombre de réponses d'enregistrement, le nombre de réponses d'enregistrement qui font autorité. Donc là, on va chercher tout ce qui est serveur DNS faisant autorité sur le nom de domaine qu'il y a dans la question, par exemple. Le nombre d'enregistrements additionnels. Et après, on va avoir plusieurs sections. La section question, la section réponse, la section autorité et la section additionnelle. L'identificateur est un nombre entier représentant une requête qui doit être recopiée lors de la réponse, permettant à l'application de départ de pouvoir identifier le datagramme de retour. Ensuite, on a les flags. Dans les flags, on a plusieurs éléments. On va avoir QR pour 0 pour query, pour une question, et 1 pour response, donc si c'est une réponse. On va avoir des opcodes qui sont sur 4 bits. Vous avez 0 pour une requête standard, 1 pour une requête inverse, 2 pour le statut du serveur, et 3 jusqu'à 15 réservés pour une utilisation future. AA ou Authoritative Answer indique si le serveur de non-répondant est autoritaire ou a autorité sur le domaine. Et c'est sur un bit. TC pour dire comme quoi la réponse est tronquée, il indique que le message a été tronqué. 0 si TCP est utilisé, peut être positionné à 1 si UDP est utilisé et que la réponse est supérieure à 512 octets. On a encore les flags RD qui va permettre de demander la récursivité en le mettant à 1. RA qui indique que la récursivité est autorisée. Z qui est positionné à 0 et réservé à une utilisation future. AD pour dire Authenticated Data. Donc là, ce sera DNSSEC qui va être utilisé. CD pour dire Check-in Disabled. Aussi, dans le cas de DNSSEC, Rcode va indiquer le type de réponse. Et il est sur 4 bits. 0, il n'y a pas d'erreur. 1, erreur de format dans la requête. 2, problème sur le serveur. 3, le nom n'existe pas. 4, n'est pas implémenté. 5, refus. Et de 6 à 15 sont réservés pour le futur. Et donc, dans les sections après, on a 4 sections. Nombre de questions, nombre de réponses RR, nombre d'autorités RR et nombre de réponses additionnelles. Donc, nombre de questions spécifie le nombre d'entrées dans la section questions. Le nombre de réponses RR spécifie le nombre d'entrées dans la section réponses. Le nombre d'autorités RR spécifie le nombre d'entrées dans la section autorité. Le nombre de réponses d'enregistrement additionnel va spécifier le nombre d'entrées dans la section additionnelle. Le reste du message DNS va correspondre aux informations utiles. On va avoir la section question qui va indiquer le type, la classe et le domaine sur lequel la requête a été exécutée. La section réponse qui va indiquer les enregistrements correspondant à la réponse de la requête.
Et cette section n'est renseignée que si le flag AA est positionné à 1. Pour rappel, le flag AA, c'est pour dire que c'est une réponse autoritaire, autoritative, autoritaire sur le domaine. Ensuite, la section autorité indique que les enregistrements correspondant au serveur indique les enregistrements correspondant aux serveurs qui font autorité sur le domaine en question. Dans la section additionnelle, on va retrouver les enregistrements des informations supplémentaires pouvant être données par le serveur DNS, par exemple les adresses IP des serveurs figurant dans la section autorité. Donc, un enregistrement de ressources va être comme suit. Vous avez le nom, le type, la classe, le TTL, la longueur et en fait les données. Donc le nom correspond au domaine où se trouve l'enregistrement de ressources, mais peut être différent selon le type. Si un type est égal à A ou CNAME, on va avoir un nom d'hôte. Si on a un type qui est égal à PTR, alors on va avoir une adresse IP. Dans le type, on va avoir le type de données utilisé dans l'enregistrement. Au niveau de la classe, ce champ va posséder une valeur identifiant une famille de protocoles ou une instance d'un protocole. Le TTL, c'est la durée de vie des enregistrements de ressources en secondes. Et la longueur indique la longueur des données qui suivent. Tandis que les données vont identifier la ressource. Et ce qu'on va mettre dans ce champ dépend évidemment du type de ressource que l'on décrit. A, pour la classe IN, on va mettre dans les données une adresse IP sur 32 bits. Pour la classe CH, un nom de domaine suivi d'une adresse octale chaotique sur 16 bits. Dans le cas du type CNAME, on va avoir un nom de domaine. Pour MX, on va avoir une valeur de préférence sur 16 bits, la plus basse possible, suivie d'un nom d'hôte souhaitant servir d'échangeur de courrier, donc de serveur mail, pour le domaine dont on a la requête. Pour un enregistrement de type PTR, on va avoir dans le champ donné une adresse IP sous forme d'un nom. Et pour NS, on aura un nom d'hôte dans les données. Dans le cas de SOA, on aura, donc si on a un type de ressource qui est SOA, on aura plusieurs champs. Il va y avoir le serveur de nom primaire, un contact mail, un numéro de version de la zone, l'écart en secondes des mises à jour demandées par le serveur secondaire au serveur primaire, le délai en secondes que doivent attendre les serveurs secondaires pour renouveler la requête, le délai au terme duquel la zone est considérée comme invalide si les serveurs secondaires ou esclaves ne peuvent pas joindre le serveur primaire, et un TTL minimum qui est utilisé pour spécifier en secondes la durée de vie pendant laquelle sont conservées en cache les réponses qui correspondent à des demandes d'enregistrement inexistants. Si on devait examiner une requête de résolution de nom de domaine et qu'on avait, en fait, ce PC cherche à connaître l'adresse IP, ou plutôt cherche à avoir pour dnslookup.fr tous les enregistrements possibles. Ici, type NI, ça veut dire qu'on cherche à avoir les enregistrements DNS pour ce nom de domaine, quel que soit le type, que ce soit A, 4A, SOA, MX, etc. Donc il va y avoir l'envoi au serveur racine, serveur DNS racine. Le serveur DNS racine va lui envoyer en réponse le serveur TLD pour le .fr. Ensuite, le PC va envoyer la même requête, cette fois-ci au serveur TLD. Le serveur TLD va lui envoyer en réponse l'adresse du serveur DNS qui fait autorité sur le dnslookup.fr. Et ensuite, encore, la dernière requête qui va être envoyée du PC, donc ce sera le paquet numéro 5, vers le serveur de nom de domaine de dnslookup.fr qui va lui envoyer tous les enregistrements ou tous les types d'enregistrements qu'il a.
Donc ici, on va voir chaque paquet, requête et réponse, un à un. Pour le premier, ce qu'on va voir, on va voir que les flags sont les suivants. Donc ici, c'est d'abord le message est une requête. Ensuite, l'opcode est à 0, donc c'est une requête standard. Le message n'est pas tronqué. La récursion est désirée, mais ça ne veut pas dire que c'est possible. Hein. Le client dit j'aimerais bien qu'il y ait récursion. Le serveur peut dire que non. Z, c'est 0. Et les données ne sont pas authentifiées. Donc en fait, on n'utilise pas du DNSSEC et tout. Et si vous regardez bien, c'est dans un paquet UDP. Hein. Donc, on a dans le nombre de questions une, et pour tout le reste, c'est 0, puisque c'est une requête qui a été envoyée et on n'a pas encore de réponse. On attend des réponses. Dans la section questions, on va retrouver les informations demandées. Donc on cherche pour le nom de domaine dnslookup.fr tous les enregistrements, quel que soit le type d'enregistrement, donc any et classe IN. Donc ça, c'est le paquet qui a été envoyé au serveur Racine, serveur DNS Racine. Ensuite, le serveur DNS Racine va renvoyer une réponse. Et on va retrouver comme dans la réponse ça. Donc c'est une réponse. Le reste est la même, sauf ici. Donc le nombre de questions, c'est une. On avait une question qui a été envoyée, donc le nombre de questions ne va pas changer. Les enregistrements de réponses, c'est 0. Les enregistrements pour des serveurs DNS, il y en a 7, et vous avez 14 enregistrements additionnels. Si on regarde aussi, l'idée de transaction, c'est 0x023f. Si on revient au précédent, c'est exactement le même. C'est pour dire que le paquet qui a été envoyé est en réponse à cette requête. Ensuite, donc on a vu dans l'entête du message, maintenant le corps. Dans le corps, on va avoir la requête, la même. Dans la section autorité, on va voir les serveurs DNS qui ont autorité sur le .fr. En fait, c'est les serveurs DNS, les serveurs TLD. Mais TLD pour le .fr. Et on vous donne le serveur a.nic.fr, c.nic.fr et ainsi de suite. Et dans la section additionnelle, alors ici normalement il doit y avoir 7 enregistrements, j'en ai affiché que 2. Hein. Et dans la section additionnelle, on a 14 enregistrements si vous regardez. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Et c'est ici ce qu'on retrouve, c'est en plus de a.nic.fr, le nom d'hôte, on va aussi retrouver les adresses IP. Donc enregistrement, ici c'est adresse IP V6 pour a.nic.fr, et pour l'enregistrement A, on va avoir une adresse IP V4. Et donc, une fois que ça a été reçu par notre machine, il va choisir un des serveurs TLD, un des serveurs DNS qui a autorité sur le .fr, hein, et il va lui envoyer sa requête. Donc on est à ce niveau-là. On va voir le troisième paquet. Ici, encore une fois, c'est une requête. Il va renvoyer le même paquet que le premier. La seule différence, c'est l'idée de transaction et l'adresse, bien sûr, de destination, entre autres. Il peut y avoir d'autres différences comme le numéro de port source, mais bon, voilà quoi.
Et dans le corps du message, on va avoir la question qui a été demandée. Donc une fois que cette requête est envoyée à ce serveur va lui renvoyer comme réponse ceci. Alors l'identifiant de transaction est le même que celui-là, 0502. Ensuite, les flags ici, c'est une réponse. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une question. Et dans la section d'enregistrement autorité, il y a 2 enregistrements. Donc quand on va voir le corps du message, dans la section requête, on a la requête qui avait été envoyée. Et dans la section serveur de nom qui font autorité, on va avoir 2 réponses, 2 enregistrements. On a ns18.ovh.net et on a dns18.ovh.net. Donc une fois que ça a été... Alors, ça c'est... Si on voulait faire la même chose, mais avec l'outil en ligne de commande dig, voilà ce qu'on aurait comme réponse. Donc en disant comme quoi j'envoie la requête au serveur qui fait autorité sur le .fr a.nic.fr, je demande le dnslookup.fr avec le type any. Voilà les réponses que j'aurai. Même chose, une requête, pas de réponse, aucun enregistrement dans la section réponse, 2 enregistrements dans la section autorité et pas d'enregistrement dans la section additionnelle. On aura les mêmes réponses forcément puisque c'est le même serveur. Donc une fois que ça a été reçu, il va envoyer la même requête, mais cette fois-ci au serveur de nom de dnslookup.fr, donc celui qui fait autorité sur ce nom de domaine. Donc c'est la même requête qui est envoyée, il n'y a pas de changement. Dans l'entête du message ou dans le corps du message, donc dans le paquet DNS, il n'y a pas de changement. À la réponse, donc ici, on va avoir comme quoi c'est une réponse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ici. Dans la section question, on a une seule question. Dans la section réponse, on a 8 enregistrements de réponses. Dans la section autorité, il y a 0. Et dans la section d'enregistrement additionnel, on a 6 enregistrements additionnels. Donc on peut les voir ici, dans le corps du message, où on va avoir la section question qui n'a pas changé. La section réponse, on va avoir ici le premier qui est de type, un enregistrement de type SOA. On va avoir le nom, le type, la classe, le TTL un jour, la longueur des données, et ainsi de suite. Et si on regarde ça plus d'un point de vue d'un autre outil quand il fait cette requête, il va avoir comme réponse les informations suivantes. Vous avez donc 3 enregistrements MX qui sont des serveurs mail, un enregistrement A qui est une adresse IP V4, un enregistrement TXT où vous allez avoir les informations relatives au protocole SPF. Alors je vous avais dit que SPF, en fait, SPF, DMARC et DKIM sont 3 protocoles qui vont être utilisés pour la sécurisation des serveurs mail d'une certaine manière. Donc pour s'assurer que il n'y ait pas de spoofing de mail en utilisant un serveur mail autre, on va dire. Et dans les enregistrements, dans la section additionnelle, on va avoir ces enregistrements-là, où on va retrouver pour le serveur DNS qui fait autorité, donc ns18.ovh.net, une adresse IPv4 et une adresse IPv6. Pour le deuxième serveur DNS qui fait autorité sur le nom de domaine dnslookup.fr,
on va retrouver encore une adresse IP v4 et une adresse IP v6. Et pour les deux serveurs mail mx1 et mx2.ovh.net, on va retrouver leurs adresses IP v4. Alors, on a principalement deux attaques pour tout ce qui est DNS qui nous intéressent du moins. On a le transfert de zone DNS complète, et là ça va se faire grâce à une commande AXFR. Alors, la commande AXFR, en réalité, elle permet l'envoi de la zone DNS entière vers l'hôte la demandant. Généralement, dans un cas normal, elle va être utilisée par un serveur secondaire qui va demander toutes les informations à un serveur primaire. Donc, le serveur primaire va notifier le serveur secondaire, et le serveur secondaire va répondre à cette notification. Pour le moment, on utilise le protocole UDP. Le serveur secondaire va envoyer une requête SOA, donc il va demander au serveur primaire l'enregistrement SOA, et le serveur primaire va répondre avec un enregistrement SOA, avec la réponse. Alors, cet enregistrement SOA, en fait, le serveur secondaire va vérifier est-ce qu'il y a eu des changements dans le numéro de série. Si le numéro de série a changé, il est devenu plus grand, là, il sait comme quoi il y a eu des modifications dans les enregistrements du serveur DNS primaire. Et c'est là qu'il va envoyer la requête AXFR. Donc quand il envoie la requête AXFR, ça c'est dans une session TCP. Donc même si au début on était sur de l'UDP, donc il y avait utilisation du port UDP 53, une fois que le secondaire se rend compte que c'est plus la même version, ce qu'il a à son niveau pour les enregistrements n'est plus la même version que celle du primaire, il va négocier une session TCP et il va envoyer une requête AXFR. Le primaire va envoyer ensuite les réponses AXFR jusqu'à finir d'envoyer toute la zone DNS au secondaire. Si on devait voir à quoi elle ressemble, tout simplement, on va voir que dans la requête, on va avoir le type AXFR. Et ce paquet, le DNS est encapsulé dans du TCP. Vous regardez bien comme quoi le port de destination, c'est le port 53 pour le protocole TCP. Donc, une fois que ça a été fait, on va avoir la réponse. Donc, vous voyez, requête DNS, ensuite réponse DNS. Donc là, ici, avant qu'il y ait la requête AXFR, il y a d'abord négociation de la session TCP, donc entre la source et la destination. Une fois que la négociation de la requête de la session TCP est faite, c'est à ce moment-là que la requête AXFR est envoyée. Et en réponse, il va y avoir toutes les informations relatives qu'il y a dans le serveur DNS. Et ici, vous voyez que vous allez avoir tout ce qu'il y a dans le serveur DNS primaire qui vont être envoyés vers le serveur DNS secondaire. On a un autre type de transfert de zone. Cette fois-ci, c'est un transfert de zone incrémental. Et ici, c'est la commande IXFR qui permet l'envoi d'une partie de la zone DNS vers l'hôte la demandant. Donc, même chose, notify, réponse à la notification. Ensuite, requête SOA, réponse SOA. Ici, on va pouvoir utiliser de l'UDP ou du TCP. Ensuite, requête IXFR, réponse IXFR, requête IXFR,
et réponse IXFR. Alors ici, c'est dans le premier cas, ici, la première requête IXFR, elle peut être faite avec de l'UDP ou du TCP. Et donc la réponse va utiliser le même protocole. Si la requête est faite sous UDP, la réponse va être faite sous UDP. S'il y a un problème, par exemple la taille de la réponse est supérieure ou qu'il y a perte de données, qu'est-ce qui va se faire? Il va y avoir une nouvelle tentative, et cette fois-ci, on va pouvoir utiliser TCP si c'est nécessaire. Et donc, si on regarde ici, on va avoir une question avec un enregistrement d'autorité en fin, et vous avez le type IXFR pour Incremental Transfer, transfert incrémental. Et donc là, c'est la transaction qui a pour identifiant 0x4000, et c'est une requête. Et là, pour la réponse, vous allez avoir le même identifiant de transaction. La requête, c'est toujours... Alors, si on revient ici, vous avez une question et un enregistrement faisant autorité. Et ici, vous avez une question et 5 réponses. Et on va retrouver les informations qu'il y avait dans le serveur, une partie du moins. Alors, ces deux transferts de zone, que ce soit le transfert de zone total AXFR ou le transfert de zone incrémental IXFR, les deux peuvent être utilisés par des attaquants pour récupérer tous les enregistrements se trouvant au niveau d'un serveur DNS. Et dans ce cas-là, faire finalement de la reconnaissance et connaître ce qu'il y a, ce qui est enregistré dans ce serveur DNS, et savoir quels sont les autres hôtes du domaine, par exemple. Et donc, on veut éviter cela pour éviter qu'il y ait, grosso modo, pour éviter de faciliter la reconnaissance. Donc, pour faire de la prévention de ce genre de transfert DNS, on va n'autoriser le transfert de zone DNS que pour les adresses IP de confiance, donc entre le serveur DNS primaire et les serveurs DNS secondaires. Par exemple, si on utilise les serveurs bind, on peut modifier la configuration en rajoutant ça. Ou on peut aussi configurer le DNSSEC. Et donc, on aura ici une authentification du serveur primaire et secondaire et une validation mutuelle, une validation du client par le serveur en utilisant MTLS, Mutual TLS, et en utilisation d'une ACL aussi basée IP combinée à une signature valide pour la requête XFR. Ça veut dire, là on parle de AXFR ou IXFR. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé ou pas. Et à bientôt. Au revoir. Bye.